À Strasbourg de la semaine de l'IA pour tous. Il y a plein d'événements du 18 au 24 mai dans toute la France. On a essayé de récolter un peu ce qui se passe à Strasbourg. Vous pouvez faire alsacedigital.org/semaine IA et tout est gratuit et il y en a vraiment pour tous les publics et on a essayé de multiplier les points de vue parce que les usages de l'IA, c'est pas un seul bloc et il n'y a pas une seule façon d'utiliser l'IA, il n'y a pas une seule façon d'utiliser entre l'IA générative et ce que c'est l'IA vraiment. Enfin voilà, on pourra en débattre toute la semaine. Donc on va commencer par Lionel et Néhémie, donc qui vont se présenter et qui, parce que c'est un lundi matin quand même, il faut qu'on se remette d'un long week-end même pour les étudiants, les lycéens et tout. On s'est dit, bon, on va commencer par un sujet quand même d'actualité, apprentissage et évaluation. Voilà, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ce premier café l'IA. Néhémie, je te laisse commencer, ça te convient? Très bien, je te remercie. Donc, Némi Henry, enchanté. Donc, je suis ingénieur pédagogique spécialisé IA à l'Université de Haute-Alsace, donc à l'UHA à Mulhouse. Et en parallèle de ça, donc, je suis doctorant en sciences de l'éducation et de la formation donc, au laboratoire LISEC. Et donc, je poursuis une thèse depuis quasiment 2 ans maintenant, justement, sur le sujet de l'évaluation des compétences à l'ère de l'IA. Ok, donc bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Lionel Brosius, je suis le directeur du site de Strasbourg de l'EPITA. L'EPITA, c'est une école d'ingénieurs spécialisée en informatique et on va dire en particulier en intelligence artificielle, mais pas que. On est présent à Strasbourg depuis bientôt 10 ans et l'école a 42 ans. Et dans le cadre de notre fonctionnement, on a sollicité début 2026 l'Ipsos, que tout le monde connaît probablement, pour venir conforter des suppositions que tout le monde avait sur la place de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement supérieur notamment, et puis pour pouvoir donner à nos enseignants-chercheurs et aux différents intervenants dans le domaine de l'IA au niveau national en tout cas, des éléments un petit peu plus concrets pour savoir comment percevoir cette nouvelle génération par rapport à ces nouveaux usages, ces outils et l'impact que ça a sur leur quotidien d'une part, mais également sur leur avenir. Si ça vous convient, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous présente du coup le résultat de cette analyse. Donc, cette analyse, elle a été faite. Hop, ça commence mal. Ah, excusez-moi, je retrouve mon curseur. Il est là. Bon, les aléas du direct. Ok. Donc, la méthodologie utilisée par Ipsos a été la suivante. Le but, ça a été d'interroger 1000 étudiantes et étudiants. Attention, pas que sur le cadre qui est celui de l'EPITA. Les représentants de l'école, en école d'ingénieur sont une fraction de ces éléments-là. Donc, toutes étudiantes et étudiants français de filières courtes aux filières Lyon, commerce, IUT, etc., etc. L'enquête a eu lieu du 2 au 18 janvier et donc a été publiée euh, en février 2026. Donc cela a quelques mois pour l'instant. Euh, Plusieurs éléments pour commencer. Alors déjà, sans grande surprise, on voit que les étudiants se sont déjà accaparés l'outil de l'IA et s'en servent pour une grande partie d'entre eux, 48%, tous les jours. Aujourd'hui, quand on regarde quels sont l'intérêt qu'ils portent pour ce sujet-là, on se rend compte que 77% des jeunes interrogés se disent intéressés par le sujet, 30% se disent très intéressés. Si on fait un zoom par rapport aux catégories de jeunes qui se disent très intéressés, on voit que les personnes les plus intéressées sont les personnes en IUT, 49% d'entre eux, 41% en école d'ingénieur et en école de commerce. Ça descend à 17% dans les études de lettres. Et on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui se disent très intéressés sur ces éléments-là. Cependant, quand on redonne un petit peu un élément de contexte, qu'on demande à cette catégorie de personnes quels sont pour eux leurs enjeux au quotidien, on se rend compte que l'IA est quand même très très loin de leurs enjeux du quotidien. Pour information ou rappel, ce qui les intéresse le plus pour 39% d'entre eux, c'est le pouvoir d'achat et le coût de la vie.
Pour 36% d'entre eux, c'est l'inégalité, la pauvreté. Pour 35%, l'environnement et le changement climatique. Et on retrouve la question de l'intelligence artificielle au-delà de la 10e position. Pour 15% d'entre eux, c'est quelque chose qui est important dans leur quotidien. Donc d'un côté, ils se disent intéressés et ils savent l'utiliser au quotidien, mais en même temps, ce n'est pas non plus leur sujet prépondérant dans leur mode de fonctionnement. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que 94% des interrogés se disent avoir déjà utilisé l'IA dans leur vie personnelle ou dans leur vie étudiante. En comparaison, alors je ne maîtrise pas le chiffre, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de souvenir, je crois que la moyenne française est aux alentours de 60%. Donc là, on a 94% de cette classe d'âge qui l'ont déjà utilisé, contre 60% dans la moyenne des Français dans sa globalité. 79% disent l'utiliser au moins une fois par semaine et donc 48% disent l'utiliser tous les jours. Ce qu'on voit, c'est que parmi les utilisateurs des IA, dans toutes leurs formes, aujourd'hui, ils se disent en grande majorité capables d'affiner à travers plusieurs tentatives des prompts et évaluer la pertinence des résultats proposés. Donc on est sur une catégorie des Français qui se dit en tout cas particulièrement apte à maîtriser cet outil. Cependant, on voit que ils ont encore des interrogations sur les limites de l'IA. 80% d'entre eux se disent mal informés au moins sur un des enjeux majeurs. Quand on regarde les différents enjeux, il y a pas mal de questions qui sont autour de ces éléments-là. Par exemple, ils sont plutôt conscients des problèmes éthiques autour de l'intelligence artificielle. 62% d'entre eux se disent préoccupés. Ce qui porte à interrogation, c'est qu'on a quand même 38% d'entre eux qui ne voient que des côtés positifs dans l'IA autour des questions d'éthique. Et je pense que cette semaine de l'IA le démontrera. Il y a quand même pas mal de questions autour de ces éléments-là. Ils ont l'air un petit peu plus conscients des impacts environnementaux, mais là encore, il y a une partie d'entre eux qui n'en ont pas du tout conscience et donc ont besoin d'être accompagnés dans la bonne compréhension, et c'est notamment ce que font des écoles comme l'EPITA. C'est aujourd'hui, le but n'est plus de tirer une image négative de l'outil intelligence artificielle, mais plutôt de les accompagner comme un outil supplémentaire qui, en tant que futurs ingénieurs, leur permettra d'être des professionnels accomplis. Voilà, c'est ce que je viens de dire, donc une image assez contrastée dans l'ensemble. Ils ont une bonne maîtrise de la performance de l'outil, de son utilité dans leur utilisation, mais ils perçoivent, pas pour tous, le danger potentiel pour la suite. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que ben, ils ont peur, pour une bonne partie d'entre eux, sur l'impact que va avoir l'IA sur leur futur métier. 59% considèrent que c'est une menace. Ce qui est intéressant quand on rentre dedans, c'est qu'on voit que ce n'est pas équitable sur les différentes topologies de formation. 74% des étudiants en IUT se sentent menacés par l'IA. Donc c'est plutôt les études, on va dire, courtes qui se sentent impactées par cet élément-là. Mais on a aussi 72% des étudiants en école de commerce qui ont cette crainte-là. À l'inverse, dans le domaine de la médecine, par exemple, ils se sentent moins impactés et moins à risque par rapport à la question de l'usage de l'IA. Donc, en conclusion, une majorité d'entre eux considèrent qu'aujourd'hui, ils ont besoin, eux, cette génération, d'être accompagnés tant par les pouvoirs publics que par l'enseignement supérieur, leurs enseignants, pour leur donner les clés et les usages de pouvoir bien maîtriser ces nouveaux outils. Vu qu'on m'a donné 15 minutes, je propose d'arrêter là. Si vous avez des questions, j'ai plein de chiffres à disposition pour les personnes qui sont dans la salle. J'ai même mieux, j'ai ramené toutes les... J'ai pas encore fait 15 minutes? Non, Ok.
Oh, ok, bah, je l'ai fait plus vite que je ne pensais. Je propose quand même, si ça convient, c'est si vous avez des questions, plutôt qu'on le fasse de façon interactive, n'hésitez pas, que ce soit en distance ou ici. Si je peux essayer d'y répondre, je le ferai. En attendant de vos questions, quand même pour vous donner un élément de contexte vis-à-vis de l'EPITA, que j'ai fait très très brièvement. Donc EPITA, on est une école d'ingénieurs en informatique. On a fait cette étude-là. Pourquoi? Parce qu'on a des équipes d'enseignants-chercheurs. On a plusieurs équipes. On a des équipes qui sont spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien sûr, mais on a aussi montré un laboratoire spécifique qui est un petit peu à l'image, je pense, de ce que Néhémie fait au niveau de l'UHA. C'est de pouvoir offrir à nos étudiants et à nos professeurs des nouvelles clés d'usage pour ces outils-là. La force de l'école EPITA, c'est que donc on est une école d'ingénieurs en informatique, ça aide dans le domaine de l'IA. On a un historique assez conséquent, plus de 20 ans de rendu étudiant. Donc la donnée, on n'en manque pas. Et sur ces éléments de données, on est capable d'alimenter les travaux de recherche de nos équipes pour pouvoir trouver les bons usages, pour pouvoir trouver les bonnes pratiques et essayer d'anticiper un certain nombre de choses. Le laboratoire qui a été créé par l'EPITA, alors je ne l'ai pas donné, ça fait beaucoup d'informations, mais l'EPITA fait partie d'un groupe, le groupe qui s'appelle le groupe Sionis, qui est un groupe d'enseignement supérieur privé. Si on regarde que le microcosme alsacien, sur la place de Strasbourg, il y a 5 écoles qui sont représentées par ce groupe. Nous-mêmes, l'EPITA, une autre école d'informatique qui s'appelle l'EPITech, qui est rue du Dôme, l'ISEC, qui est une école de marketing communication, qui est aussi rue du Dôme, une école de business management, l'ISG, qui est présente avec nous sur le campus IRN, à côté du musée d'art moderne, et enfin une école des arts numériques qui s'appelle IARSUP, qui est à la presqu'île André Malraux. Tout ça pour dire donc que ce laboratoire a pour but de développer des outils qui vont servir l'ensemble des écoles du groupe pour pouvoir mieux accompagner cette transition, pour donner des exemples, mais c'est juste pour vulgariser, parce que les travaux sont beaucoup plus complexes que ça forcément, mais c'est par exemple être capable de générer automatiquement des épreuves sur base d'une base documentaire, de pouvoir faire des corrections automatiques, de pouvoir accompagner les étudiants dans le bon apprentissage d'un certain nombre de concepts, etc. Donc ça, ces équipes-là, aujourd'hui, travaillent déjà depuis de nombreux mois, plus de 18 mois, sur ces éléments, et ça aide justement à cette transition. Comme le démontre encore une fois cette étude, les étudiants sont très demandeurs d'un accompagnement des écoles autour de ce savoir-faire. Et du coup, pardon, je disais que j'allais laisser la place à des questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez les écrire dans le chat ou prendre la parole. Pas de problème. Personne n'a de questions? Allez, moi, je démarre en attendant de savoir s'il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Alors, au moment où tu Pourquoi parlais, pas? Némi, quelqu'un allait faire, mais Ok. on te propose, Némi, prends la parole en premier si ça vous convient, et on vous laisse rebondir après. Oui, Némi, dis. Une question très courte. Tu citais que les étudiants ont peur de l'avenir face justement à la technologie qu'est l'IA. Est-ce que tu aurais des verbatims, des explications, des perceptions de la part des étudiants pour aller un peu plus en profondeur sur ces craintes que les étudiants ont? J'aimerais j'aimerais répondre que oui, mais non. Je n'ai pas d'éléments plus précis que ça. Je vais pas répondre à ta question, mais je vais rebondir de façon positive. Je viens de dire leurs craintes, mais il n'empêche qu'on les a aussi interrogés sur leurs espoirs autour de l'IA. Et à l'inverse, ils croient en l'impact positif de l'IA sur un certain nombre de concepts qui vont toucher leur vie au premier rang desquels c'est des avancées majeures dans le domaine de la santé, l'aide au diagnostic, la découverte de médicaments, l'accélération de la recherche scientifique, l'automatisation des tâches répétitives et les gains de temps au travail. Donc, il y a des craintes qui sont quand même plutôt plus importantes que des espoirs, malheureusement, mais il y a quand même des espoirs qui sont formulés et ils ont une certaine forme de lucidité par rapport aux premiers usages que cela peut faire. Et désolé, je ne peux pas répondre plus, Néhémie. C'est après les années chiffres. Moi, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'université. Je suis à la Technologie de Strasbourg. Génial. Donc, spécialisation en intelligence artificielle. En même temps, je suis élève, on va dire, j'ai fait 2 années de prépa avant, et l'intelligence artificielle, le ChatGPT a commencé à arriver sur la 2e année de prépa. Donc, on va dire, je suis première génération qui arrive dans le monde du travail et qui a bénéficié, on va dire, pour une grande partie de son cursus, de l'intelligence artificielle. Donc,
Moi, je suis quand même spécialisé globalement en informatique. Et effectivement, je pense que moi, comme pour vos élèves, en tout cas, le sujet de l'IA est vraiment très important parce que c'est on va dire, une des principales approches de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va avoir tous les grands acteurs qui vont se spécialiser sur les outils d'IA spécialisés autour du développement. Je ne sais pas si c'est par les notions d'agentique, etc. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, je vois en tout cas pas mal de craintes. Tous les, on va dire, tous les secteurs, on va dire, vont être spécialisés dans un domaine. Notamment si jamais on est spécialisé dans un domaine, là, l'intelligence artificielle peut être, on va dire, plutôt dérangeante, parce qu'on est dans une société de service. Je pense que c'est que les tiers, ça correspond un peu à 62%. On va pas dire que c'est les mêmes, mais donc, effectivement, on peut voir un peu ce type de crainte sur ces sujets-là. Je sais pas s'il y a des questions. Enfin, moi, si tu peux peut-être répondre, on va dire. En tant qu'étudiant, ouais. Oui, vas-y, oui. Est-ce que vous l'entendez bien à distance? Est-ce que je dois orienter le micro différemment? De mon côté, ça va. Un Ok. petit peu tendre l'oreille, mais ça va. Alors, je vais quand même, allez, on va quand même orienter le micro, en espérant que ça soit mieux. Oui. Vas-y, continue. Alors, je pourrais laisser la parole à Lionel parce que tu as quand même des étudiants et comme ça tu pourras répondre en même temps. Comme ça fait 18 mois, est-ce que chez toi, il y a déjà des enseignants qui ont généré des examens avec l'IA, les corrections avec l'IA parce que c'est pour faire le lien et du coup, quels ont été, bien que, parce que là, vous parlez du futur et des métiers, mais on peut revenir quand même juste aux basiques qui sont les études et qui sont quand même l'objet de cette rencontre aussi. Euh, Comment est-ce qu'ils vont appréhender là, le fait, en fait, est-ce qu'il y a un doute ou parce que moi je vois bien au lycée, hein, c'est exactement ça. Hein, au lycée, il y en a qui commencent à avoir des doutes sur le fait que leur prof ne reçoit pas, quoi. Je schématise. Et inversement. Oui, et j'allais justement enfoncer le clou sur le inversement. Donc, dans les données de l'analyste de ces éléments-là, il y a 47%, pardon, 47% des étudiants interrogés qui ont dit qu'ils se sont servis de l'IA pour générer des résultats à des épreuves alors que c'était interdit. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a près d'un étudiant sur deux. Je ne sais pas s'ils disent la vérité ou pas. C'est ceux qui répondent. Je ne sais pas dire s'il y en a plus ou pas. Ça, je ne me permettrai pas. Mais effectivement, aujourd'hui, ils se sont accaparés cet outil et il y a des questionnements réels, pas que dans le cadre de cette étude, parce qu'elle a la valeur qu'elle vaut, mais il y a des vraies questions aussi d'éthique. Il y a pas mal d'études, notamment nord-américaines, que je ne maîtrise pas, mais que je vais citer quand même, qui disent qu'aujourd'hui, l'IA pourrait être un frein à la capacité à construire une réflexion. Qu'aujourd'hui, comme l'IA apporte un certain nombre de réponses rapides sur une certaine population, etc., ça peut être un risque. À titre personnel, ça n'engage que moi, je ne suis pas convaincu, mais je n'ai pas assez de recul, parce qu'on a dit la même chose à l'arrivée d'Internet. On a dit, oh là là, ils vont avoir accès à toute leur documentation, ils ne vont plus faire de recherche documentaire, ils vont devenir idiots. On va dire qu'Internet avant est un petit peu complexe que ça, mais aujourd'hui, les 20 dernières années ne sont pas plus idiotes, etc. Je pense que c'est un nouvel outil qui va faire un certain nombre de choses. Pour répondre à ta question, est-ce qu'aujourd'hui, on observe des étudiants qui utilisent l'IA? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a des professeurs qui s'en servent intelligemment? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui s'en servent bêtement? Probablement. Je ne sais pas, ça, je ne sais pas dire. Mais tu n'as pas eu de remontée des étudiants Non, qui sont venus se plaindre que non, c'est flagrant, ça n'a pas été fait. Non, pas du tout, vraiment pas. Maintenant, ça ne signifie pas que ce n'est pas le cas. Oui, mais du coup, tu n'as pas encore une parole ouverte là-dessus. Non. Et les étudiants, alors justement, ils l'utilisent pour quel type d'activité? Est-ce qu'il y a des détails Alors, dans l'analyse, je ne sais pas répondre, mais je vais répondre avec moi, directeur du site de Strasbourg, de l'EPITA. On le voit, donc l'informatique, il y a plein de métiers dans l'informatique. Nous, dans les apprentissages, il y a beaucoup d'apprentissage des différents langages de programmation, comment résoudre un problème, comment générer du code autour de ça. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se servent à deux niveaux des intelligences artificielles. Le premier niveau qui, pour nous, est tout à fait acceptable et sur lequel on doit encourager et accompagner les étudiants, c'est la compréhension de la problématique, pouvoir échanger avec un tiers, l'IA, pour se faire aider sur des concepts d'algorithmique, quelle est la façon la plus efficace pour résoudre un problème, pour optimiser les ressources. Ça, c'est plutôt bien.
Et la limite moins bonne, c'est la génération spontanée de code. Donc ne pas être dans la réflexion de comment est-ce que je peux faire quelque chose et comment générer du code. Et nous, on le voit vraiment de plus en plus. Malheureusement, on va dire qu'on a une part importante, supérieure à 20% d'étudiants, qui sont plutôt dans la facilité et qui génèrent spontanément du code. Et quand on va, nous, le détecter, parce qu'on a des outils avancés qui existent depuis de nombreuses années, où on fait de l'analyse statistique de recouvrement de code, on regarde à la fois au niveau textuel, mais aussi au niveau binaire des regroupements d'algorithmes. Et si on voit trop de similitudes, on va avoir une action humaine, on va regarder le code, et si on a un doute légitime, on va convoquer l'étudiant et on va le mettre face à ces éléments-là. Et malheureusement, depuis strictement plus de 12 mois, et on ne doit pas être loin de 18 mois aussi, on prend de plus en plus d'étudiants que l'on appelle dans notre jargon flag triche. Donc encore une fois, on ne veut pas faire la course à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un outil qu'il faut devoir maîtriser. Il y a des moments où c'est utile, il y a des moments où il ne faut a priori pas utiliser, sinon ils vont pas avoir les bases fondamentales pour la suite. Nous, alors il y a pas mal de gens, je vais faire cette digression-là parce que je pense qu'elle est importante et je veux bien que tu rebondisses, ça m'intéresse ton point de vue aussi. On entend des gens et surtout les parents de nos futurs étudiants qui disent: oh là là, il faut surtout pas faire des études d'ingénieur en informatique, l'informatique c'est mort, l'informatique ça va être généré par l'IA. Et donc les parents disent: non, 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 oriente-toi vers autre chose. Et nous on leur dit: non. On est foncièrement convaincu que c'est pas vrai, du moins sur nos métiers, l'ingénierie informatique. L'ingénierie informatique, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'avoir des compétences scientifiques, qui a cette capacité architecturer, pardon, une solution et de proposer des choses qui vont au-delà d'un simple prompt. Oui, il y a un impact sur un certain nombre de métiers. C'est pas péjoratif le mot que vous utilisez, mais le pisseur de ligne tel qu'il existe aujourd'hui, il est en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, l'IA le fait plutôt bien. Donc, nous, notre credo à l'EPITA, c'est de dire que ce qu'on sait faire depuis 40 ans, c'est une maîtrise des concepts techniques de très très bas niveau qui, quels que soient les changements technologiques, puisque l'informatique est un secteur en changement technologique constant, ben, va leur permettre de s'affranchir de ces changements-là et de toujours être capable de maîtriser les évolutions futures. Et en ayant ce recul, pardon, pas ce retour, de comprendre encore une fois ces enjeux, les outils, l'IA, comment l'utiliser, ben, ça leur permet, selon nous, d'assurer une vraie pérennité pour la suite. Et je vais me taire et te laisser rebondir. Et après, il faut que Néhémie fasse aussi son intervention. Mais quand même un élément factuel actuellement, on n'a pas de problème. Je ne sais pas en quelle année tu es, mais on n'a pas de... En équivalent, là, je vais arriver sur mon Master 2, donc dernière année. Ok. Voilà, donc j'ai travaillé, on va dire, pas mal en entreprise, dans différents stades d'entreprise. J'ai bossé chez Airbus en tant qu'ingénieur en machine learning. Génial. J'ai bossé 2 ans en freelance pour du développement d'applications. Effectivement, principalement sur les sujets de développement d'applications, l'intelligence artificielle va être une force évidente. Parce qu'on va dire, on va avoir moins besoin, enfin déjà c'est le cœur, à mon avis, le cœur de développement de l'intelligence artificielle, c'est principalement sur le développement d'applications. On va dire c'était quelque chose, il y avait une très grosse valeur ajoutée quelque temps, et du coup c'est là où forcément les IA ont pu se développer. Et maintenant, on va dire, ça a double tranchant. On va dire c'est possible d'en générer beaucoup plus de code, etc., notamment logiciels, applications, etc. Mais d'un autre côté, on va dire le développeur entre guillemets, de base, c'est souvent ça le sujet de l'intelligence artificielle, fin de petite digression. Globalement, l'intelligence artificielle, elle va pas avoir le travail d'un senior, mais on va dire la majorité des gens qui vont pas forcément avoir ce besoin de creuser explicitement, d'aller très profond, parce qu'avant leur métier, tout simplement, ne le demandait pas. Et ben justement, on va pouvoir avoir l'intelligence artificielle qui va pouvoir directement entrer en conflit avec ces personnes-là. Par contre, ça amène, on va dire, à deux, trois évolutions du métier, finalement, sur notamment les questions qui vont être un petit peu plus, soit macro, sur, sachant que la question du développement est un petit peu moins complexe aujourd'hui, est-ce qu'on va pas se recentrer sur les discussions avec les équipes, etc., sur des questions, on va dire, même de comment est-ce qu'on construit l'application, avoir quelque chose d'un petit peu plus méta. Euh, voilà en tout cas de ce que je vois de ce côté-là. Après, évidemment, ça va avoir beaucoup d'avantages
parce que ça va pouvoir donner des clés à des gens qui normalement n'iraient pas dans ces domaines-là. On voit beaucoup plus personnes en de commerce, des gens qui vont avoir des casquettes un petit peu produits, donc on va dire casquettes produits qui vont faire le pont entre le développement d'applications, les utilisateurs réels, et qui vont pouvoir plus facilement créer des prototypes sans forcément nécessiter des bases en développement. Voilà. Bon, je pense qu'on se focalise peut-être un petit peu trop sur le domaine de Mais l'informatique. justement, on va laisser la parole à Néhémie qui, effectivement, a une vision 360 et ouvre à d'autres champs. On a parlé de l'informatique là, effectivement, parce que c'est, voilà, on sait aussi que l'IA, c'est un produit qui est un produit issu de l'informatique et donc forcément, il y a il y a une résonance directe. Et donc, Néhémie, je te laisse la parole par effectivement comment est-ce qu'on évalue tout ça, puisqu'à un moment donné, on doit bien apprendre, les étudiants, on doit bien étudier, on doit bien former des personnes qui puissent être aptes à apporter quelque chose dans le milieu du travail ou apporter une valeur ajoutée. Donc, comment est-ce qu'on on forme ces cerveaux Merci Catherine. Alors, je vais pas couper court, je me suis tue pour les questions. Je trouve que c'est des très bons échanges. Je vais juste mettre un ingrédient en plus dans le gros bac, et puis tout à l'heure, on pourra peut-être rebondir sur certains points. Et donc, l'ingrédient en plus que j'aimerais justement vous montrer aujourd'hui, c'est le sujet de l'évaluation des étudiants à l'ère de l'IA. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je suis ingénieur pédagogique à l'UHA, donc je forme le personnel, les enseignants, et je crée des ressources pédagogiques dans le domaine de l'IA. Et donc, il y a maintenant 2 ans, j'ai débuté une thèse, donc en dehors de mon temps de travail, sur ce sujet, donc de l'évaluation par compétences à l'ère de l'IA. Et peut-être en introduction, enfin plutôt un spoiler alerte, je ne prétends pas vous donner aujourd'hui une recette miracle. C'est plutôt des pistes de réflexion, des idées pour repenser l'évaluation. Et voilà, aucune prétention de vous donner un schéma, une recette miracle, et j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être pour commencer, je vais parler de 3 constats. Alors, je ne vais pas rentrer dans le dur pour l'instant sur ce sujet de l'évaluation et de l'IA. Je débute habituellement mes interventions en posant d'abord un peu le décor. Alors, Lionel a déjà parlé du premier point, que l'IA s'installe dans les usages, donc, avec cette enquête EPITA. Je vais juste très brièvement parler encore de 2 autres points. Donc, la fameuse question de détecter des productions IA, non IA. On a beaucoup, enfin, j'entends beaucoup ça dans la bouche des enseignants. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de détecter une production IA? Et le troisième point, c'est est-ce que l'IA est capable de faire, enfin, de quoi est capable l'IA? Souvent, on entend aussi, bon, l'IA hallucine, l'IA ne fait pas ça. Voilà, donc déjà, de poser le décor sur ces 3 points. Sachant que le premier point a déjà été abordé tout à l'heure, je passe directement au plagiat. Alors, est-ce que c'est possible de détecter aujourd'hui une production IA? Non, bien entendu que non. J'aime beaucoup ici cette enquête qui nous dit que there is no such smoking gun. J'aime beaucoup cette expression de smoking gun, donc de pistolet fumant, de preuve irréfutable. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve irréfutable pour dire une production a été faite par une IA. La preuve en est ici, on a un texte qui est intégralement généré par une IA. Score de probabilité finale 0%. Donc aujourd'hui, c'est difficilement détectable. On a des outils, mais qui ne sont pas fiables. Et j'aime beaucoup aussi cet article donc, qui dit que nous pensons que les détecteurs d'écriture IA sont une solution imparfaite à la malhonnêteté académique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a des outils alors, qui sont bancals en effet. Il y a des outils qui permettent d'avoir une probabilité à la fin, mais ce n'est pas la solution. C'est un outil qu'on a à notre disposition qui n'est pas fiable, mais c'est un outil. Alors, j'ai pu tester moi-même, j'avais vu ça sur un tweet l'année dernière, quelqu'un qui avait copié-collé la déclaration d'indépendance de l'Amérique, donc de 1776, dans un outil de détection IA. Et quand j'ai vu le score, j'y ai pas cru, donc je l'ai fait moi-même. Et effectivement, si vous le mettez dans un détecteur anti-plagiat, donc ce n'est pas Compilatio, c'est un outil en ligne qui s'appelle 0GPT, et un autre, GPT-0, les deux se valent. Et donc le score est de 91,69%. Vraiment le copier-coller de la déclaration d'indépendance. Donc on voit bien que ces outils ne sont pas fiables.
Ça donne un score de probabilité, mais souvent, ce n'est pas fiable. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a aussi des cas juridiques aujourd'hui. Il y a quelques mois, une étudiante Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises, a été justement jugée parce qu'elle avait écrit son mémoire de recherche avec l'aide de l'IA, d'abord par le conseil de discipline, puis au tribunal administratif de Paris. Le résultat, c'est qu'elle n'a pas été expulsée, il n'y a pas eu de jugement finalement. Pourquoi? Parce que l'université n'a pas fixé de règles. Donc j'y viendrai après, mais toutes ces chartes IA, toutes ces règles que met en place l'université, c'est aussi important et j'en parlerai tout à l'heure. Deuxième point, les capacités de l'IA, pour qu'on puisse aussi savoir de quoi est capable ces machines. Alors, il y a plein de benchmarks aujourd'hui, de statistiques. Très récemment, ça date du mois dernier, Stanford a fait une enquête extraordinaire, vraiment une méta-analyse de plein de sources académiques par rapport à l'IA. Je vais juste citer donc une enquête, enfin un benchmark, donc c'est des évaluations qui sont passées sur des IA pour voir leur performance. Je vais mettre en exergue une enquête, donc le PhD Level Science Questions. Donc, c'est des questions, une centaine de questions données aux IA, n'importe quel modèle. J'avais vu la question tout à l'heure dans le chat, des IAG, ChatGPT, Gemini, donc des modèles de langage, les fameux LLM. Et donc, on leur fait passer des centaines de questions dans le domaine de la physique, de la chimie, et d'un niveau, comme son nom l'indique ici, d'un niveau de thèse. Et les résultats sont quand même assez notables, c'est que vous voyez, à partir de 2023, il y a vraiment une augmentation drastique de la performance de l'IA qui dépasse même le niveau donc humain largement. Et tous les benchmarks sont vraiment très clairs, c'est que l'IA augmente drastiquement en performance. J'ai pas le temps de vous, je regarde l'heure, j'ai pas le temps de vous le montrer. Il y a un de mes benchmarks favoris qui s'appelle le Humanity Last Exam. Comme son nom l'indique, il n'est pas forcément très. Enfin, si l'IA répond correctement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous. Et on voit bien que dans les benchmarks, ça ne cesse d'augmenter. De 2024, où c'était quasiment à 5%. Aujourd'hui, on est quasiment à 50% en 2026. Donc voilà, les performances de l'IA ne cessent d'augmenter. A contrario, je ne peux pas m'empêcher de vous donner ce graphique pour conclure sur les capacités de l'IA. Toujours la même enquête, très récemment. A contrario, l'IA se trompe juste pour montrer l'heure. Donc, vous voyez ici ChatGPT 5.4, ici à 50% de chance de trouver l'heure. Vous voyez ici, c'est simplement des horloges, et puis les IA, on les entraîne pour voir si elles arrivent à lire l'heure. Donc je trouve ça assez intéressant aussi de poser les limites des capacités de l'IA. L'IA est capable de répondre à des questions de niveau thésard, et à contrario, l'IA est capable aussi de se tromper simplement à lire l'heure. Voilà, donc il y a un peu du tout au tout. Cela m'amène forcément, alors je vais un petit peu aller vite sur cette diapositive, cela m'amène forcément à dire que l'IA bouscule très largement les pratiques d'évaluation. Et là où je veux mettre peut-être en avant certains points, c'est que dans les articles que j'ai dû lire par rapport à ma thèse, vous voyez ici que c'est des articles qui datent quand même avant l'arrivée de ChatGPT en 2022, donc avant cet usage massif des étudiants. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que finalement, la question de l'évaluation dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui date. On le voit d'ailleurs, en 2021, l'UNESCO recommandait de cultiver une utilisation de l'IA centrée sur l'apprenant pour améliorer l'apprentissage et l'évaluation, donc avant l'arrivée massive de ChatGPT. Donc c'est une question qui existait déjà, et je pense que l'arrivée de l'IA simplement fait accélérer, on va dire, ce besoin urgent de repenser l'évaluation. Et cela m'amène à rentrer dans le dur sur ce sujet. Alors, quand j'ai commencé ma thèse il y a 2 ans, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire ma revue de littérature et je vais forcément trouver un article dans Le Monde, quelque chose qui va m'indiquer, voilà, il faut faire comme ça, l'évaluation, point 1, point B, etc. Et je suis tombé sur cet article, donc des auteurs australiens, si je ne dis pas de bêtises, The Wicked Problem of AI and Assessment. Et ça m'a vraiment bousculé. Pourquoi? Parce que ces auteurs
donc différencie deux types de problèmes. Alors, je vais passer rapidement dessus, mais moi, ça me passionne. Donc, des problèmes qu'ils appellent des problèmes apprivoisés, time problem, et des problèmes pernicieux, donc wicked problem. Et pour eux, ce sujet de l'IA et l'évaluation, c'est ce qui s'appelle donc un problème pernicieux. Et donc, les caractéristiques d'un problème pernicieux, c'est qu'il n'y a pas de formulation définitive, ni de solution. C'est plutôt des solutions qui sont soit meilleures ou pires, plutôt que correctes ou incorrectes. Face à un problème apprivoisé, vous le voyez ici, hein, par exemple, réparer une fuite d'eau, on sait quand le problème est résolu, la fuite d'eau est réparée, plus de problème. Tandis que ce sujet de l'évaluation, on ne sait pas forcément quand c'est fini. Je donne deux exemples d'après l'article. C'est plutôt des solutions qui sont ni vraies ni fausses. Par exemple, j'entends beaucoup d'enseignants, et c'est une des solutions, bien entendu, de repasser à des oraux, de repasser à des écrits, des devoirs sur table, où on contrôle, et finalement, on juge plutôt une résistance face à l'IA. Et là, le verbatim le dit bien, c'est pas forcément la conformité, enfin, on est plutôt dans la conformité plutôt que de la créativité. Donc oui, les oraux seront une solution, des devoirs sur table contrôlés, et encore, avec l'arrivée des lunettes connectées, ça peut rebalayer encore les cartes. C'est une solution, mais ce n'est pas forcément la solution. Donc voilà, c'est aussi, il faut l'avoir en tête. Deuxième point, c'est que ces problèmes sont vraiment contextualisés. On ne va pas évaluer de la même manière si on a 250 étudiants devant nous ou 10 étudiants. Et là, le verbatim est très clair, hein, 250 étudiants par 5 minutes, hein, pour des oraux, ça fait 2500 minutes. Donc on voit bien que c'est un sujet qu'il faut prendre vraiment de manière contextualisée et qu'on ne peut pas juste dire on va évaluer de telle manière, de manière uniforme. Et ça demande de redéfinir le défi, donc d'abandonner la recherche de solutions miracles, puisqu'il n'y en a pas, de soutenir la prise de décision des enseignants, puisque c'est avant tout les enseignants qui sont confrontés à ces problèmes. Et troisième point important, c'est de reconnaître la divergence en fonction du contexte. Une solution qui est mise en place à Strasbourg ne sera peut-être pas adaptée à Mulhouse, typiquement. Je passe rapidement là-dessus, mais je pense que c'est intéressant aussi de soulever cette étude de cas d'une personne en Suisse qui se traîne Canva. Le contexte étant qu'un enseignant en sciences humaines donnait un exercice en classe à faible enjeu. Alors faible enjeu étant que l'exercice était évalué, mais avait un faible poids dans la note finale. La règle était simple, que les étudiants pouvaient utiliser l'IA, ce n'était pas obligatoire, mais ils étaient autorisés à utiliser l'IA pour cet exercice. Chose assez étonnante, c'est que les étudiants n'ont pas du tout utilisé l'IA et ils ont choisi tous de travailler sans IA. Alors qu'ils auraient pu tout à fait utiliser ces outils, hein, on l'a vu, qui sont performants. Et je pense que ce cas est assez symbolique, significatif de plein de choses aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Premièrement, au niveau institutionnel, cette incertitude qu'il y a, quelles sont les règles, CF, les chartes, hein, qui voient le jour aujourd'hui. Je pense que c'était une première pierre qu'il faut avoir. Une incertitude pédagogique, l'enseignant va donner un exercice, mais finalement, quels sont les attendus de l'enseignant? Est-ce qu'il y a un sous-entendu? Est-ce qu'il faut aussi que l'étudiant soit capable de prompter? Voilà, donc, quelles sont les compétences finalement demandées par l'enseignant au début? Et une incertitude aussi évaluative. Et ça, je l'entends beaucoup dans la bouche des enseignants, enfin aussi des étudiants, c'est les critères. Si l'étudiant va utiliser l'IA, est-ce qu'il ne va pas être puni au final? Est-ce que l'enseignant ne va pas regarder l'étudiant d'un mauvais œil parce que l'étudiant a utilisé l'IA? Et ça, je pense que c'est aussi à clarifier d'emblée. Tout ça m'amène aussi à dire qu'il ne suffit pas de modifier une consigne. Il ne suffit pas de dire simplement à l'étudiant, tu ne vas pas utiliser l'IA, tu peux utiliser l'IA dans ce cas-là. Il y a vraiment quelque chose à faire en profondeur. Et je pense que vous connaissez cette théorie en sciences de l'éducation très, très connue, hein, l'alignement pédagogique, l'alignement entre les objectifs, les activités d'apprentissage et les stratégies d'évaluation au final. Et je pense qu'il faut vraiment revoir l'évaluation, pas juste ici ce petit morceau qui est vraiment à la fin, mais vraiment repenser aussi tout le processus en amont de l'évaluation.
J'ai encore quelques minutes, je vous donne quand même quelques solutions concrètes, parce que c'est aussi, je pense, important de repartir avec quelque chose vraiment de très concret. Je prétends pas réinventer l'eau chaude, puisqu'il y a déjà de très bonnes enquêtes, des très bons outils aujourd'hui à notre disposition pour parler de ce sujet. Il y a un outil, alors si ça vous intéresse, je vous donnerai mon support, hein, il y a des liens cliquables. Il y a une très bonne ressource de l'Université de Lausanne, évaluée à l'ère de l'IA, Prax IA, peut-être vous avez entendu parler. C'est un parcours qui va simplement voilà, je fais pour l'instant mes évaluations comme ceci, tout un parcours, donc il faut une bonne heure pour faire tout ça, pour arriver à un résultat. Voilà, ton évaluation n'est peut-être pas robuste, il faudrait que tu te focalises sur tel et tel point. Et une autre ressource de l'Université de Laval, donc 10 stratégies à considérer sur ce sujet. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Je vais mettre le focus sur quelques-unes de ces stratégies. Mais voilà, c'est un document aussi très complet pour donner quelques pistes face à ce sujet. Et j'aimerais me centrer, alors je vais directement aller droit au but, j'aimerais me centrer sur deux théories que je trouve vraiment formidables, qui m'a vraiment, comment dire, où je trouve qu'il y a vraiment un impact dans les évaluations. Alors, premièrement, c'est le Swiss Cheese Model. Je sais que lundi matin, on parle plutôt de café et moins de fromage. J'aimerais vous parler de fromage ce matin. Cette théorie, c'est quoi? C'est simplement de dire que chaque évaluation, une tâche évaluative, est comme un morceau, une tranche de fromage. Et donc, on va multiplier différentes évaluations, plusieurs tranches de fromage. Et cette théorie dit que finalement, une tranche de fromage n'est pas parfaite. Une tâche a forcément des failles. Et un étudiant qui va finalement tricher au final, c'est qu'il a réussi à passer par tous les trous des morceaux de fromage. Et donc cette théorie nous dit simplement qu'il faut multiplier les tranches de fromage, donc les tâches évaluatives, pour avoir une évaluation robuste. Alors bien entendu, dans les faits, c'est compliqué. Moi-même, je donne des heures de vacation. On ne peut pas avoir 15, 20 tâches d'évaluation. Ce serait impossible à corriger pour un enseignant. Mais n'empêche que je trouve ça intéressant de bien réfléchir en amont sur des différentes tâches pour pas que l'étudiant, effectivement, parvienne à tricher. Et cette théorie, on peut très bien la coupler avec une autre théorie, donc l'échelle de Perkins. Donc c'est une échelle donc de l'évaluation en intégrant l'IA. On l'a bien vu aujourd'hui, l'IA est présente, on ne peut pas faire fi de cette technologie. À mon sens, cette technologie doit être intégrée dans les évaluations. Mais on ne peut pas simplement dire à l'étudiant, OK, tu vas utiliser l'IA à fond. Il y a différentes strates. Je ne vais pas tous les détailler, mais effectivement, la première strate de cette théorie, c'est de faire une évaluation complètement sans IA. Dans un environnement contrôlé, un devoir sur table, un oral, l'étudiant n'aura pas la possibilité d'utiliser l'IA, donc c'est dans un environnement contrôlé. Deuxième strate, c'est préparation avec l'IA, c'est donc demander aux étudiants d'utiliser l'IA dans le cadre de leur évaluation pour des activités de recherche d'idées, de brainstorming. Et à ce moment-là, l'étude est claire, c'est qu'il faut avoir des traces. Il ne suffit pas juste de coller cette étiquette et de dire vous allez l'utiliser au niveau 2, c'est demander aussi des étudiants, pourquoi pas les traces des prompts, un portfolio, ce genre de choses, pour justement avoir les traces, la réflexion de l'étudiant avec l'IA. Je ne vais pas les détailler tous, mais ça va jusqu'au niveau 5, qui est l'exploration complète avec l'IA, où l'étudiant a le droit d'utiliser complètement l'IA, et à ce moment-là, l'enseignant va demander même des critères un peu plus élevés par rapport à une notation classique. J'arrive progressivement sur ma conclusion. Ces deux théories, je pense qu'ils sont vraiment utiles pour aujourd'hui justement revoir les évaluations à l'ère de l'IA. Moi-même, j'ai pu tester cela. Donc, c'est tout simplement de fixer en fait sur une tranche, donc une tâche évaluative, un niveau. Et je l'ai fait moi-même dans un de mes cours. C'est quelque chose qui fonctionne. Alors, il y a des limites, bien entendu, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Non pas pour, je dirais, pour éviter la tricherie, parce que la tricherie existera toujours, mais je pense pour rendre les tâches plus authentiques et l'évaluation plus authentique. Et donc là, je ne vais pas détailler forcément, mais j'ai pu tester plusieurs tâches évaluatives et j'ai fixé plusieurs niveaux. Et le niveau 1, c'était la tâche finale, c'était un oral.
Donc, par groupe, les étudiants sont passés devant moi pour que je les interroge sur leurs connaissances. Voilà, en conclusion, je vous donne juste peut-être quelques petites astuces, je pense, pour revoir l'évaluation à l'ère de l'IA. Alors, pour moi, la première étape est vraiment l'examination des critères d'évaluation. Je pense qu'on ne peut pas faire fi de ça. Il faut vraiment revoir aussi les objectifs d'apprentissage, hein, CF, l'alignement pédagogique. Donc, repenser l'alignement pédagogique au départ. Puis, j'en ai pas parlé, mais je pense aussi intéressant de tester l'évaluation directement sur l'IA pour tester sa robustesse. Et enfin, donc comme je le disais, repenser le contenu. Donc, d'abord diviser en tâches évaluatives et ensuite de déterminer donc un degré d'acceptabilité de l'IA avec l'échelle de Perkins. Voilà, merci pour votre attention et donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Aux questions et peut-être en premier répondre à la question qui était dans le chat. Ouais, de Franck et 3 Wheeler. Désolé, hein, tout à l'heure, comme l'écran était tourné, je n'avais pas vu la question. Clairement, je ne sais pas répondre quelle est la définition qui a été donnée aux répondants de l'enquête, mais mon petit doigt me dit que c'est effectivement tout ce qui est IA type génératif, chatbot, mais je ne sais pas répondre. Je pense au vu des réponses que c'est les chatbots, mais je ne sais pas. Parce que du coup, de toute façon, Némi, toi aussi, dans le prisme que tu as pris sur l'IA, c'est des IA, c'est des IA génératives. Complètement, et d'ailleurs les étudiants l'ont bien compris, je n'ai pas de statistiques à l'appui, je ne sais pas si l'enquête Ipsos répond, mais c'est principalement des outils et en tête de gondole, ChatGPT bien entendu, donc des IAG, IA génératives, oui. Mm. Alors ça, c'est effectivement, ça dépend quelle est la filière, mais après, la diversité des IA et des réponses, des qualités de réponse des IA commence à se restreindre et Mm. on a aussi une homogénéité de la qualité des réponses des IA. Donc, Mm. est-ce que vous avez une question par rapport à l'intervention de Néhémie sur l'évaluation? Moi, Néhémie, je vais juste te parler d'une expérience sur une évaluation. Comme en fait, c'était une évaluation de compétences sur l'innovation et de compréhension des processus d'innovation, tout le cours était basé sur des cas fictifs. Et donc, en fait, on ne pouvait absolument pas chercher de réponse dans l'IA, dans une IA générative, puisqu'en fait, on aurait pu donner une analyse, hein, mais c'est vrai que c'était plutôt sous forme de QCM, parce qu'en fait, les cas étaient complètement fictifs. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon, tu vois, une bonne tranche de gruyère, parce que c'est vrai que ça. Mais bon, après, ça demande effectivement une ingénierie pédagogique de créer ce type de support pour un nombre d'étudiants assez conséquent pour pouvoir l'amortir. Mais de partir sur des cas fictifs, tu peux pas, tu peux pas demander à ton ami de t'aider. Mm. Oui, ou ça sera tout à l'heure, j'avais ce mot en tête, je ne sais plus, face à une question, le fameux AI slop, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est tout simplement de dire que l'IA est capable de faire quelque chose à première vue d'extraordinaire. On a un peu l'effet waouh, typiquement coder une page, etc. Mais finalement, quand on regarde un peu en profondeur, que ce soit dans le code ou vraiment l'écriture, si c'est quelque chose de littéraire, on voit bien qu'il y a cette première, à première vue quelque chose de waouh, et finalement, quand on rentre, on voit que c'est une coquille vide. Donc, je pense que c'est pareil de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'IA est capable quand même dans des cas fictifs, de répondre quelque chose, mais finalement, quand on creuse un petit peu, et l'enseignant n'est pas dupe, quand on regarde un peu en profondeur, ben on regarde, enfin, on voit bien que c'est un peu une coquille vide finalement. Donc, oui, je te rejoins. Après, je ne sais pas si c'est le lieu, parce qu'on est là pour parler de l'impact sur l'enseignement, on va dire ça comme ça, mais pour échanger aussi avec les entreprises qui vont recruter les futurs diplômés. Il y a des vrais enjeux actuellement. Donc, pourquoi je te posais tout à l'heure la question de où tu en étais, c'est que on n'a pas de mal actuellement, je touche du bois, donc ça dure, on n'a pas de mal à placer les diplômés, on a beaucoup plus de mal à placer les stages intermédiaires, quatrième année, etc. Il y a une vraie déperdition forte. Et quand je dialogue encore une fois avec au moins les acteurs régionaux, euh, je crois qu'il y a une certaine défiance par rapport à la compétence des jeunes sortis sur les premières années de l'IA.
C'est mon interprétation. Et que eux-mêmes savent pas trop comment transformer leur personnel actuel à l'ère de l'IA et qu'ils sont convaincus de l'utilité d'un senior. Ils sont probablement à peu près convaincus d'un tout jeune junior sorti d'école parce qu'il ne coûte pas grand-chose. Mais tous ceux qui sont entre les deux, en ce moment, c'est compliqué. Donc, toute transition, toute crise génère des opportunités, comme on dit. Et aujourd'hui, au même titre que ça touche l'enseignement et que ça touche finalement tout le monde, hein, mais ça a aussi un impact sur l'employabilité à court terme. Les gens sont en train de rentrer dans un nouveau paradigme et ce paradigme nécessite encore, selon moi, un petit peu de temps d'adaptation. Je pense que ça va se décanter dans pas trop longtemps. Mais quand même, là, pour une certaine catégorie de population, on va dire à la louche, les 26-30 ans, je pense que là, il y a quelques années un peu compliquées devant eux et que ça va repartir derrière parce que ça change les usages, ça change les procédures, etc. Peut-être que je peux rebondir juste sur ce que tu dis, ça me fait penser à un grand monsieur de l'IA qui s'appelle Demis Hassabis, peut-être que vous le connaissez, il a la tête de Google DeepMind, hein, donc vraiment une pointure dans le domaine de l'IA. Il était à un congrès, je crois que c'était l'année dernière en Grèce, justement par rapport à cette question de l'IA et de l'apprentissage, comment aujourd'hui on peut non seulement évaluer, mais aussi apprendre à l'université. Une personne lui disait, mais pour vous, c'est quoi la compétence la plus importante aujourd'hui qu'un étudiant doit développer à l'ère de l'IA? Et sa réponse est sans appel, c'est apprendre à apprendre. Et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant, à mon sens, en tout cas, ça n'engage que moi, peut vraiment tricher de la L1 jusqu'au master. Oui. Quasiment. Hein. Donc ces fameux tranches de gruyère, il peut passer par tous les trous. Aujourd'hui, si un étudiant est très débrouillard, il peut s'en sortir complètement. Le problème, c'est qu'il va rentrer sur le marché du travail avec peu de connaissances, peu de compétences finalement. Et je trouve que c'est vraiment parlant, ce côté apprendre à apprendre. Je pense qu'il faut aussi remettre en question cette capacité d'apprendre à l'université. Comment apprend-on à l'université? Après, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des filières complètes où il y a un temps d'adaptation du système en fait universitaire, ouais, même par rapport à l'UT, c'est ce que tu disais. On peut parler de la comptabilité, par exemple, qui est une informatique où il y a une disruption très forte depuis déjà quelques années avec des applications, mais maintenant en plus avec l'IA, où certains métiers vont quand même complètement disparaître, donc certaines formations, et pourtant elles sont maintenues, elles ne sont pas le temps qu'elles disparaissent. En fait, on a vécu plein de, en fait, on a quand même vécu plein de vagues comme ça, où le temps de l'institution, il est vraiment long, et les jeunes en face, si la formation existe, ils y vont quand même. Il faudra voir s'ils y vont quand même. En fait, c'est toute la question de comment est-ce qu'on a appris ça, et du coup, voilà, moi je trouve que c'est aussi une question au-delà de l'évaluation et de la perception, c'est comment est-ce que on arrive à faire muter rapidement nos formations. Et alors, moi, j'ai aussi une autre question, si je peux. Donc, Alexandra Barberet, je suis chargée des usages de l'IA à l'Université de Strasbourg. Et Némi, en fait, est-ce que vous formez déjà des enseignants? Moi, c'est vraiment fait ces questions sur les enseignants. Est-ce qu'ils ont en fait beaucoup de questions, vous voyez, qui sont vraiment en demande? Est-ce que vous avez un pourcentage des enseignants en fait qui seraient au contraire complètement réticents, qui ont peur, qui ont énormément de craintes, ou vous les sentez plutôt mitigés, ou au contraire à vraiment vouloir entrer dedans? Est-ce que vous avez voilà, un peu des retours sur les enseignants même? Alors forcément, je peux vous donner un retour que sur l'UHA, hein, puisque oui, je forme des enseignants, j'en ai vu quand même pas mal depuis l'année dernière, maintenant que je suis sur ce poste. Je dirais que en tout cas de l'UHA, hein, ce que je peux dire, c'est qu'il y a moins de personnes, d'enseignants qui sont friands à ça et qui y vont vraiment à reculons. Donc il y a quand même de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que l'IA est présent et que quoi qu'il arrive, l'IA, elle sera là et qu'il faut juste faire avec, apprendre à la maîtriser. Et j'ai plutôt cette impression que les enseignants sont demandeurs de formation et d'apprendre. Et je pense qu'ils sont aussi désemparés devant un étudiant de 20 ans qui sait absolument bien maîtriser l'IA. Alors, c'est peut-être je schématise un petit peu, c'est peut-être pas ça dans la vraie vie, mais en tout cas, c'est vrai que parfois, il y a ce sentiment ouais,
d'être passif et finalement de voir les étudiants faire quelque chose et que eux ne maîtrisent pas. Donc il y a vraiment, je pense, une demande de formation. Ils se sentent un peu, j'ai l'impression, désemparés face à cette question. Donc vraiment, vous revenez aussi sur l'acculturation des enseignants. C'est un point à l'UNISTRA sur lequel là, on travaille beaucoup en disant, voilà, les enseignants, en fait, ont besoin de sentir qu'en fait, ils ont toutes les compétences pour comprendre aussi ce que les étudiants font, finalement, qui des fois sont plus doués qu'eux. Ouais, je vais me permettre de rebondir, mais je partage à l'échelle d'EPITA. En tout cas, l'EPITA de Strasbourg, je ne peux pas parler au nom de tous les sites, mais oui, je vois pas de réticence. La question de départ, c'est est-ce qu'il y a une résistance au changement? Non, j'en vois pas. Au contraire, je vois un peu comme une éponge, une volonté de s'accaparer cet outil-là, de pouvoir être dans l'air du temps. Et oui, je suis d'accord, il y a une demande de formation, il y a une demande probablement d'accompagnement par les pairs. Nous, à l'EPITA, on a une cellule qui s'appelle le Teaching Lab. Le Teaching Lab fait probablement ce que tu fais, Néhémie, fait de l'accompagnement des professeurs, fait du suivi personnalisé, fait de l'analyse de ce qu'ils ont produit, voire accompagne dans les cours, etc. Et ils ont vraiment basculé dans cette ère de l'IA, justement pour pas que le professeur se sente désemparé et seul face à cette vague, parce qu'on peut appeler ça une vague finalement. Donc je vois que du vertueux. C'est-à-dire pardon, je vais utiliser on est entre nous, hein, même s'il y a des gens en distance. C'est pas des vieux cons qui restent ancrés sur leur savoir-faire ancestraux et ils ont qu'à s'habituer, se transformer eux, les jeunes, c'est nous qui savons. Non, c'est plutôt on va y aller ensemble, mais j'ai besoin d'aide, discutons-en. Voilà mon ressenti sur ça. Et donc vous, Noémie, pardon, vous faites des formations actuellement déjà pour les enseignants? Oui, tout à fait. Alors, à l'UHA, on a plusieurs choses. Il y a forcément alors, des cafés IA qu'on organise effectivement ici, donc tous les mois. Et par ailleurs, donc j'ai lancé également des formations. Alors là, par exemple, la dernière en date était sur le prompt engineering. Et là, on voit bien, j'avais aussi plusieurs enseignants, alors aussi des personnels BIATS. Et on voit bien qu'il y a vraiment une demande de monter en compétences, hein, par exemple sur le prompt engineering, mais qu'il y a aussi une méconnaissance de ce que c'est, quel aussi d'outils on utilise aujourd'hui. On a quand même une multiplicité d'outils, Perplexity. Et en fait, souvent, j'ai l'impression qu'on ne sait pas quel outil utiliser dans quel cas d'usage. Je parlais encore avec des amis ce week-end. Claude Code est vraiment parfait sur le code, mais à côté de ça, vous lui demandez de construire une image, il n'est pas doué. Donc il y a aussi cette acculturation à quel outil utiliser dans quel cas. Et, donc ça, c'est quelque chose que je m'attelle plutôt là-dessus en ce moment. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, on parle d'usage d'IA par les étudiants, par les enseignants, dans un milieu d'école avec des labos de recherche ou dans un milieu universitaire. Effectivement, tout ça, c'est du savoir, c'est de la connaissance. À quel moment vous pensez qu'il faut mettre des garde-fous ou des chartes? Parce que, voilà, est-ce que vous avez déjà mis, autant pour les enseignants que pour les étudiants? Parce que là, finalement, tout le monde est un peu dans le même bateau. Bah, Néhémie l'a dit tout à l'heure, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu de ce qu'a dit Néhémie. Il a dit qu'il y avait plusieurs étapes. L'étape numéro un, c'était effectivement, alors, je sais pas quel mot tu as utilisé, Néhémie, mais c'est normaliser, définir des règles d'usage tant pour le corps enseignant que pour les étudiants. Et effectivement, c'est fait. D'ailleurs, qu'il y a eu un vrai travail de fond sur redonner un cadre. Et moi, je trouve que la présentation de Néhémie était excellente. Il expliquait bien aussi les attendus des étudiants. Les étudiants, partons du prédicat qui sont de plein de bonne volonté. Croire qu'il y a que des étudiants qui ont envie de rien foutre, il y en a certainement, mais c'est une minorité. Donc ils ont besoin qu'on leur explique qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire. Et là où je suis un petit peu embêté quand même, là c'est Lionel Brozus qui va s'exprimer, c'est dans la vraie vie, tout n'est pas carré, tout n'est pas normé, tout n'est pas aussi listé que ça. Donc oui, à EPITA, on a fait l'effort, tant que professeur qu'étudiant, de bien normaliser qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, qu'est-ce qui est une démarche éthique d'usage de l'IA, notamment sur des enjeux environnementaux, etc. Parce que on ne s'est concentré que sur l'impact de l'apprentissage, mais il y a plein d'autres impacts qui sont derrière. Mais la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Et donc nous, en tant qu'école, je pense qu'on a aussi le devoir de donner un cadre, mais surtout pas former des gens qui savent parfaitement répondre à un cadre.
il faut aussi qu'ils savent faire des choses qui sont différentes et encore plus dans la culture latine telle que nous sommes en France, où parfois il faut savoir un petit peu être borderline. Donc c'est des sujets complexes, mais la première étape, pour répondre à ta Vous avez question. fait un choix d'une solution IA, vous avez généré des jetons et vous leur avez distribué des jetons. Spécifiquement, vous les avez mis pour que cadrer l'usage. Non, c'est plus... Non, c'est pas aussi carré que ça non plus. C'est donner un cadre, quand est-ce que ça peut être utilisé, quand est-ce que ça peut ne pas être utilisé, bien réexpliquer les risques éthiques, les risques environnementaux de cet usage-là, aussi responsabiliser les différents acteurs, que ce soit étudiants ou enseignants par rapport à ces usages-là. Et puis, je me tourne vers Némi, c'est ce que j'ai compris dans ta présentation avant, mais je pense que dans chaque fiche de cours, chaque activité, chaque méthode d'évaluation, il faut que ce soit mieux fléché. Quand est-ce que c'est autorisé, quand est-ce que c'est pas autorisé, en quoi c'est vertueux de le faire, etc., etc. Donc il y a une question de traçabilité finalement. Et puis peut-être du coup, je trouve qu'il y a quand même une différence entre des étudiants qui peuvent se payer des IA C'est un très chères. autre problème. Oui, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. La question, elle a juste pas été évoquée. Et moi, Oui. je trouve que enfin, c'est des outils qui ont un modèle économique et ça, on l'a quand même un peu évacué du débat. On va finir le débat là dans 2 minutes, malheureusement, mais c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie intégrante du débat. Déontologiquement, c'est très compliqué comme sujet. Moi, je suis d'accord avec toi, j'ai un vrai souci sur ça. Alors, on est une école d'ingénieurs privée, on va dire qu'on est moins représentatif que toutes les échelles sociales, même si on s'en défend et on veut faire. Mais la réalité, c'est que je vois, effectivement, mes étudiants ne sont pas égaux et dans leur capacité à payer une IA à 99 euros par mois, et tous ne sont pas capables de le faire. Et j'ai un vrai problème sur ça. J'ai un vrai problème sur ça. Je suis assez partisan, au moins dans le discours. Après, ils en font ce qu'ils veulent, les étudiants, de dire que le fait qu'ils soient amenés à dépenser de l'argent pour réussir une épreuve, ça me pose problème. C'est pas normal. Maintenant, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut répondre à ça?